À l'ère du numérique, l'intelligence artificielle devient, ou l'intelligence artificielle, si on peut le dire, est au devant de la scène, est propulsée au devant de la scène. C'est un monde nouveau, fascinant. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait parler de l'intelligence artificielle en tant qu'outil d'appui, en tant qu'allié ou en tant que concurrencier, en tant qu'alternative alternative face aux humains. On va parler uniquement de recherche ou est-ce qu'on pourrait aussi parler de production complète? Est-ce qu'on va dépendre de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des lois qui régissent l'usage de l'intelligence artificielle? C'est quoi le code d'éthique de l'intelligence artificielle? Enfin, on a beaucoup à parler, intelligence artificielle face aux médias. Aujourd'hui, avec notre invitée, Aimée Plachy, conseillère en communication et art. Aimée Plachy, voilà. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Avant de commencer notre débat, nous avons un compte rendu à suivre ensemble et puis après ça, nous allons aborder notre débat. À tout de suite. Retrouvons notre invitée, Aimée Plachy, conseillère en communication et art. Donc, rebonjour. Dans quelle mesure peut-on dire que l'intelligence artificielle a impacté, a transformé le travail médiatique à nos jours? Comme le disait le reportage, on voit que les réseaux sociaux et le domaine médiatique est saturé d'informations. Donc je pense premièrement, il y a déjà un changement à ce niveau-là, c'est qu'il y a une multiplication de l'information en tant que fond et il y a une multiplication de l'information en tant que forme dans différents médias, que ce soit l'écrit, que ce soit la vidéo, que ce soit l'audio. Et je pense que ce foisonnement d'informations est peut-être bon d'une certaine part, d'avoir plus de diversité, mais peut aussi être un peu déroutant parce qu'on ne sait plus à quelle source se fier. L'usage de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut parler, quand on parle de l'usage, est-ce qu'on peut parler d'un allié? Est-ce qu'on peut parler d'un outil qui nous aide ou d'une référence ou plutôt d'une concurrence et d'une fraude? C'est-à-dire les limites entre tous ces aspects, comment peut-on les repérer? Je trouve que c'est un sujet important et difficile à traiter. Difficile à traiter parce qu'il n'est pas transparent. Il faudrait qu'on puisse savoir quelle est l'intention des personnes qui développent ces outils d'intelligence artificielle. Dans quel but? Est-ce que c'est un but humanitaire? Est-ce que c'est un but commercial uniquement? Est-ce que c'est un but de transcender l'être humain et de l'envoyer sur une autre planète, de faire qu'il puisse vivre pour toujours? Je pense que c'est ça qui nous éclairerait déjà sur l'essence même de l'intelligence artificielle. On peut se poser des questions sur la véracité du contenu, c'est-à-dire si quelqu'un a écrit un scénario ou même un livre, est-ce qu'il y aura toujours des doutes? Est-ce que vraiment la personne a fait ça, a fait le travail, ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Il y a un vrai enjeu d'authenticité et d'honnêteté et de confiance. C'est vrai que cette propagation de contenu fait en sorte que le lien est dilué entre la personne qui reçoit l'information et la personne qui émet l'information, et c'est pour ça notamment que les gens ont de plus en plus besoin de faire confiance à des influenceurs ou à des personnes qui incarnent l'information. On parlait justement des nouvelles et comme quoi les journalistes doivent, en plus de transmettre l'information, la vérifier, etc. Il y a aussi un enjeu d'incarnation pour réparer ce lien de confiance qui s'est cassé. On peut même recourir à l'intelligence artificielle en médecine, pour diagnostiquer, pour dépister des maladies. Et pour plein d'autres choses. Je regardais un reportage récemment sur une mannequin française qui avait la vingtaine et qui disait c'est vraiment bizarre parce que maintenant quand on m'appelle pour des castings, d'habitude voilà, on me photographie de la tête aux pieds, etc. Et cette fois-ci l'agence m'a dit on veut juste la silhouette de ton corps, le reste ça nous intéresse pas parce que
on va remplacer le reste par de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour ne pas payer les droits à l'image qui, elle, la rémunère et l'aide à vivre sur du plus long terme que le shooting seulement. Et ça nous emmène à une question très importante. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle va remplacer les humains et va prendre leur métier à l'avenir? C'est une décision commune, je pense, à quel point on laisse l'intelligence artificielle automatiser des tâches, à quel point on décide aussi de déléguer une partie de notre cerveau à l'intelligence artificielle. Je pense notamment bien sûr à ChatGPT. C'est d'une part pour moi une responsabilité individuelle et d'autre part de pouvoir faire pression sur les systèmes qui se mettent en place de manière très rapide. À votre avis, dans quelle mesure est-ce que l'intelligence artificielle se développe intérieurement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une évolution claire au niveau de la recherche depuis le moment où on a entendu parler de l'intelligence artificielle et à nos jours, à comparer avec le travail qu'on a à présent? Pour ma part, je le mesure en mois. Au fur et à mesure des mois que j'utilise l'intelligence artificielle, je vois l'amélioration, la rapidité et la richesse des réponses qu'il apporte. Par exemple, même pour des choses linguistiques, je suis bluffée de voir que ChatGPT parle très bien égyptien. C'est incroyable. Donc, c'est aussi en mesure, selon l'adoption de tous ces outils, qui, chaque fois qu'une personne l'utilise, transmet ses données et l'intelligence artificielle peut s'y améliorer à partir de ça. Parce que, faut le rappeler, c'est un outil, c'est une machine. Donc elle se sert de toutes les informations disponibles pour les analyser et pour retranscrire une réponse par rapport à la demande qu'on lui a faite. Pour moi, c'est pas de la création, c'est de la reproduction d'informations d'une autre manière, un espèce de plagiat élégant. Oui, l'idée de scruter un petit peu, de scanner ce qui est déjà publié. Donc, à vrai dire, ce sont les humains aussi qui jusqu'à ce moment-là, décident un peu de ce qui sera transposé en matière d'information, car c'est ce qu'on publie en ligne qui va être par la suite analysé et répété, c'est ça? Oui, et par ignorance ou par facilité, on a tendance à mettre beaucoup d'informations personnelles ou beaucoup d'informations professionnelles sur ces outils pour faire une lettre de motivation, pour faire un voyage, etc. Et jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est sauvegardé sur notre profil et qui est utilisé ou revendu à d'autres entreprises pour faire du profit. Justement, j'ai posé la question justement à monsieur GPT ou madame GPT, on ne sait pas. Et justement, ils ont assuré qu'ils ne gardent pas les informations. Si les informations, ils n'ont pas nié aussi le fait de recourir à ces informations ultérieurement, mais pas affiliées à un profil particulier. Ça va être utilisé en matière de recherche. Donc c'est un peu caoutchouté comme réponse. On ne peut pas le savoir. C'est la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il y ait des preuves du contraire. C'est un peu comme les recherches qu'on effectuait en ligne, mais disons que ça c'est plus rapide, et il y a le côté analytique. Oui, le côté analytique et le côté d'avoir des nouvelles idées en fait. Pour des personnes qui, comme moi par exemple, sont indépendantes, qui ne travaillent pas en équipe tout le temps, ça permet d'avoir un échange d'idées, même si ce n'est pas une personne réelle, mais c'est une entité qui a accès à beaucoup d'informations et ça permet de remplacer un petit peu le travail en équipe. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, comme quoi est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer, va détruire des emplois. Je pense qu'il y a un discours très intéressant et qui perturbe ou qui interpelle un petit peu du fondateur de OpenAI, qui gère ChatGPT, qui disait dans une interview qu'un humain, pour le former, ça prend 20 ans de nourriture, donc de ressources naturelles, parce qu'il répondait aux critiques comme quoi l'intelligence artificielle utilisait beaucoup d'énergie.
Et donc lui dit, l'humain prend 20 ans de ressources, tandis que l'intelligence artificielle, elle ne prend pas autant de ressources. Donc de dire ça, ça montre déjà qu'on met un petit peu en concurrence l'humain et la machine. Effectivement. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou j'ai lu quelque part que pour refroidir un peu les machines, parce que ça fonctionne très rapidement, ça prend beaucoup d'eau, alors que l'eau quand même est problématique sur notre planète. C'est vrai qu'il y a un coût environnemental que pour l'instant on met un peu de côté. Google par exemple utilise 2/3 d'eau potable pour refroidir ses serveurs. L'Irlande par exemple, 21% de son électricité est absorbée par les data centers au détriment de la population locale. Une recherche ChatGPT prend 6 fois plus d'énergie qu'une recherche Google, donc c'est une accélération de la consommation d'énergie incroyable. Et tout ça, à votre avis, est-ce que c'est calculé par les humains? C'est pas ce qu'on prend en compte quand on fait une recherche et c'est pas ce qu'on nous pousse à faire non plus. On nous vend ces outils en nous disant ce sera plus rapide, ce sera plus simple, vous serez plus efficace et vous serez plus concurrentiel aussi par rapport aux autres humains. Donc pour l'instant, la concurrence est entre les humains, mais j'ai un petit peu peur qu'à terme, la concurrence soit entre nous et la machine. Donc les humains ont refait exactement la même erreur comme celle de la révolution industrielle. On avait hâte d'amorcer l'industrie, la révolution industrielle, de produire de nouvelles machines, de nouvelles innovations, et maintenant on pleure. Parce qu'on a dit, bah, tiens mince, ça a tellement affecté l'écosystème, la planète, et on s'accuse mutuellement les différents continents qui a pollué davantage. Donc on refait la même chose et dans 10 ans, on va dire, bah voilà, il y a eu quand même des côtés néfastes. Absolument. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même des bons côtés. Le fait de pouvoir rester en contact avec des amis, de la famille qui est loin, le fait d'avoir accès à des informations, le fait de pouvoir produire plus rapidement des vidéos, du contenu, etc. Mais c'est juste qu'il faut, plus que jamais, je pense, garder le facteur humain, garder de l'empathie et réfléchir en fait avant l'utilisation de ces outils et avant aussi de remplacer des personnes par des machines. Des machines. Mais dans certains métiers, il s'agit quand même de la sagesse humaine, c'est-à-dire, c'est vrai, au niveau de la rapidité, au niveau des informations et tout, des calculs, de l'analyse, mais comme par exemple l'interprétation simultanée, c'est quand même une question de jugement, de finesse, il faut être avec beaucoup de grâce, voir les choses. Aussi une question de jugement au niveau par exemple de la médecine, au niveau d'autres métiers, c'est-à-dire dans quelle mesure on pourrait s'éloigner de cette retouche humaine. C'est intéressant, ça m'évoque que la partie humaine qui est justement sensible, elle est aussi faillible, et elle est impartiale et elle est imparfaite. Et c'est tous ces aspects-là dont on essaye de se débarrasser quand on a recours à une machine qui est codée pour performer en permanence, mais qui n'est pas codée forcément pour s'adapter aux différentes situations. Et c'est ça, je pense, qui fait notamment aujourd'hui notre richesse et la différence, c'est le fait de pouvoir s'identifier à des humains et à pouvoir s'adapter et à prendre des risques aussi sur des scénarios qui n'ont pas été encore calculés. Voilà. Donc, on peut dire que les humains qui sont imparfaits ont l'ambition de créer des machines parfaites. Mais je pense que c'est le rêve ultime des startups technologiques qui émergent, c'est de rendre l'humain infaillible, éternel, non soumis à la maladie, non soumis à la mort, non soumis à l'oubli, ni au vieillissement. Donc c'est fondamentalement inverse avec notre nature humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Et est-ce que, à votre avis, est-ce que les films de science-fiction qu'on voyait avant et
qu'on qualifiait un petit peu de surréaliste et de perte de temps. Je pense que la chose a été lancée. Donc, est-ce qu'on peut voir vraiment des robots qui vont gérer le monde, à votre avis? Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle va quand même aura des réactions qui ne sont pas calculées grâce aux informations qui lui ont été incorporées, c'est-à-dire maintenant l'homme détient a les freins en main, mais est-ce que ultérieurement ça peut nous dépasser complètement? Est-ce que l'intelligence artificielle deviendra autonome en fait? C'est ça la question. Pour l'instant, on peut encore débrancher la prise, mais est-ce qu'elle deviendra autosuffisante et autonome? C'est vrai que ça me fait penser au film I, Robot, ou même au film qui s'appelle Her, qui est un agent féminin d'intelligence artificielle, et c'est bluffant comme ça représente une partie de notre réalité aujourd'hui. Donc il faut revoir les films de science-fiction parce qu'apparemment il y avait des messages qu'on ignorait auparavant. Il faut prendre ça au sérieux. Exactement. À votre avis, dans quelle mesure l'intelligence artificielle est insérée ou incorporée dans le domaine des médias à nos jours? Déjà, on peut produire des vidéos avec Sora 2, on peut à partir d'un texte produire des vidéos. Elle permet aussi de récolter toutes les informations, donc c'est vrai que toute la partie un peu qui peut être automatisée ou qui est longue à faire, c'est vrai qu'elle est, je pense déjà aujourd'hui, externalisée à cet outil-là. Revenons à l'art, puisque vous êtes conseillère en communication et en art. Dans quelle mesure est-ce que les artistes, à votre avis, ont eu recours à l'intelligence artificielle à nos jours? J'ai remarqué que de plus en plus d'artistes, lorsqu'ils se présentent ou lorsqu'ils présentent leur travail en ligne, mentionnent « ceci n'est pas fait à partir d'intelligence artificielle » ou « l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer mon travail ». Donc on voit déjà qu'il y a un danger ou en tout cas une perception, notamment surtout pour tout ce qui est photographie. Je travaille avec des photographes et plusieurs me disent « je suis frustrée parce que lorsque je présente des photos, on me demande tout de suite « c'est pas possible, c'est de l'intelligence artificielle, la lumière ne peut pas être comme ça, la situation ne peut pas être comme ça ». Eh bien si, j'ai attendu 3 heures d'avoir la bonne position, la bonne lumière, j'ai pu faire des réglages après sur le logiciel en post-production pour avoir certains effets, mais c'est vrai que il y a une méfiance aujourd'hui. Tout ce qui est trop beau ou trop parfait n'est plus humain. Ben oui. Et surtout en ce qui concerne les peintures, parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait recourir à l'intelligence artificielle pour nous donner des idées, pour nous dire comment finir le tableau, la toile, la peinture. Donc, est-ce que à ce stade, est-ce que c'est considéré comme frauduleux? C'est-à-dire si on demande conseil, juste conseil, mais que l'on continue de le faire de nos propres mains, est-ce que l'idée, est-ce qu'on peut parler d'une manière un petit peu sublime? Mais non, mais il s'agit là d'inspiration seulement. Non. Comment est-ce que les artistes créaient avant l'intelligence artificielle? Ils s'inspiraient d'œuvres qu'ils voyaient sur des cartes postales, sur des musées, sur des vidéos. D'une certaine partie, ils prenaient déjà de l'inspiration d'ailleurs. Maintenant, ça rentrait en introduction de leur travail, non pas au moment de compléter le travail. Donc, il va falloir être transparent et le dire, mais ça m'inspire que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme l'utilisation de la chirurgie esthétique pour notamment nous les femmes. Tant que c'est bien fait, tant que c'est discret, ça va. Mais dès le moment où ça se voit trop, on a dépassé les limites. Donc on est encore un peu dans cette zone grise où tant qu'on peut l'utiliser sans que ça se voit, beaucoup de gens vont l'utiliser sans le dire ou en le niant. Est-ce qu'il y a des lois qui ont commencé à régir un petit peu, où il y a un certain code de l'éthique? Faut-il vraiment promulguer des lois? Est-ce que vous en connaissez des lois? Non. Moi non plus. Donc ça montre que même s'il y a des lois, elles ne sont pas connues et à mon avis,
elles sont en retard parce que la technologie évolue tellement rapidement, il y a tellement de nouveaux outils qui existent qu'il faudrait presque une seule règle au niveau mondial parce qu'on est des centaines de pays à utiliser les mêmes outils. Donc il faudrait une législation homogène. Le problème, oui, vous venez de mentionner un point très important aussi, le fait qu'il y aura quand même une répétition, parce que c'est le même outil, et si plusieurs personnes font la même recherche, ils peuvent avoir presque la même réponse, donc ça sera similaire aussi. Et en même temps, c'est tellement personnalisable que la même personne qui pose la même question, suivant les recherches qu'elle a faites auparavant, suivant son profil, son âge, même son affiliation politique, pourra peut-être avoir une réponse différente. Parce que le but on va prendre ChatGPT, son but c'est que nous passions le plus de temps possible sur l'application. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait une requête, il termine par une question en disant « Est-ce que tu veux que je te fasse ta ?» pour qu'on continue à l'utiliser et pour qu'au final on paye la version premium. Ah, d'accord. Ben justement, je n'avais pas compris, c'est-à-dire à un certain moment, on vous dit vous avez dépassé enfin le temps limite, vous pouvez payer, mais je vais vous transférer à une autre application ou quelque chose comme ça, et c'est toujours à travers la même application. Oui, et quand on vous transfère vers un nouveau chat, l'historique de votre recherche actuelle et de la conversation que vous avez eue n'existe pas. Donc il faut recommencer de zéro. Donc ça pousse les personnes à payer la version premium pour qu'il y ait un nombre illimité de conversations et d'itérations dans le même sujet pour gagner du temps. Donc, c'est pas du tout en faveur des gens, c'est-à-dire en faveur de l'humanité, mais c'est aussi, est-ce qu'on peut parler de manipulation, on peut parler d'espionnage, est-ce qu'on peut parler de maîtrise, d'accoutumance? Je pense qu'il faut simplement en revenir au but premier de ces outils qui est le profit. Donc le but c'est de récolter de l'argent à partir de l'utilisation qu'on en fait. Donc ils vont utiliser tous les moyens possibles pour rentabiliser cet investissement. Et il y a dans la littérature, par exemple, pour la littérature, pour la poésie, ce sont des œuvres, mais des œuvres qui découlent de sentiments très personnalisés. Est-ce que le fait de recourir dans ce cas à l'application, est-ce que ça va donner, à votre avis, des sentiments aussi, ou ça sera vraiment niette, c'est juste rationnel? Donc, que deviendra la poésie, par exemple? L'art, de toute façon, est une création humaine à la base, qui se fonde sur la personnalité de la personne, son passif, ses traumatismes aussi, et c'est tout ce qui fait la richesse de la production personnelle. Maintenant, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que les gens attendent? Est-ce qu'ils veulent un produit parfait? Est-ce qu'ils veulent un produit novateur, différent? Ou est-ce qu'ils veulent ressentir quelque chose que quelqu'un d'autre d'humain a ressenti comme eux? On peut éventuellement copier la parole par les machines, mais d'autant plus aujourd'hui, l'expérience de la personne est importante, et c'est vrai qu'on a de plus en plus peur de se mettre en relation avec les humains. Il y a, par risque d'avoir mal, etc. Et on met de plus en plus de barrières, tout se fait par écran. Mais c'est ce qui vous avez, et je pense vous vouliez aborder le sujet, c'est aussi une accoutumance, et c'est aussi une perte de notre humanité, une perte d'identité, et c'est vrai que c'est triste de se confier même à un écran, d'utiliser ça comme un thérapeute, un ami. Lorsque on a des gens autour, il faut juste prendre le risque. Je pense que c'est une prise de risque. Est-ce que ça peut changer complètement la facette de l'art? C'est-à-dire la peinture, par exemple, les différentes écoles artistiques, le fait de passer des semaines sur une toile, est-ce que tout ça, par la suite, en tant qu'évolution, va être vraiment old school, comme on le dit, parce qu'il y aura d'autres formes d'art
tellement rapide comme tout ce qui est graphique aujourd'hui, par exemple. Et ça sera ça, l'art accrédité. Pour moi, c'est comme on peut comparer l'art à la nourriture. Lorsqu'on cherche à se nourrir, on a soit l'option bio ou soit l'option fast-food. Bon, il y a un juste milieu. Mais je pense que l'art va être la même chose. Si on veut consommer de l'art qui a été réfléchi, qui a pris du temps, ce sera réservé aux gens qui ont la recherche intellectuelle et aussi les moyens financiers de l'apprécier. Et pour le reste, on va se contenter d'un art qui est produit automatiquement, qui est un peu comme du fast-food, malheureusement. Et dans quelle mesure, c'est-à-dire, il y a bien sûr des côtés bénéfiques, mais qu'en est-il quant aux appréhensions, c'est-à-dire dans quelle mesure on pourrait faire du mal aux gens, je ne vais pas dire grâce, parce que c'est un mot positif, mais au moyen de l'intelligence artificielle? Pour moi, ça revient à l'intention première de la personne qui transmet quelque chose ou qui enseigne quelque chose aux gens. Est-ce que c'est vraiment par passion? Est-ce que c'est par recherche du profit? Ou est-ce que c'est pour établir un lien avec quelqu'un? Pour moi, il faut en revenir là. De toutes les manières, moi, ça me rappelle un peu ce qu'on disait quand on a commencé à apprendre l'Internet et tout ça. On disait, les gens ont toujours très peur et pensent que tout ce qui est nouveau est quand même dangereux. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Donc, on peut conclure en disant qu'il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Et à nous de choisir. Oui, et à nous de faire l'effort de choisir. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, choisir et prendre un risque, prendre un parti pris qui est plus difficile que la moyenne, c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Voilà. Eh bien, Amy Plachy, vous êtes conseillère en communication et art. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, pour conclure, il faut dire que c'est un nouveau domaine et ça ne sera certainement pas le dernier. Durant les siècles qui viendront, eh bien, il y aura certainement de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions. Et comme on l'a dit, c'est à nous de choisir l'utilisation. Ça dépend du code de notre éthique, ça dépend des principes. Il y aura toujours le bon côté et le mauvais côté des choses. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.